votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Dans C'est quoi votre truc ce matin, on parle du festival Histoire et Cité qui met la rue à l'honneur pour sa 9e édition. Ça se déroule du 15 au 21 avril. Le festival Histoire et Cité investira les rues de Genève, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Nyon et Prongin pour une semaine dédiée à l'exploration du rôle fondamental de la rue dans notre histoire et dans notre société. Cette manifestation d'envergure proposera une programmation diversifiée comprenant des spectacles, des conférences et des activités interactives et réunira un panel d'intervenants de renom, parmi lesquels des historiens, des écrivains, des critiques littéraires, des philosophes, des sociologues, des urbanistes, des photographes et des réalisateurs. Cette 9e édition promet d'être riche en découvertes et en échanges, offrant aux participants une occasion unique de mieux comprendre le rôle central de la rue dans notre histoire collective et dans notre quotidien contemporain. Pour en parler ce matin, je reçois Clara Laufer, coordinatrice du festival pour l'antenne lausannoise. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là de si bon matin pour nous parler de cette 9e édition qui nous propose de descendre dans la rue, en quelque sorte, c'est ça ? Oui, tout à fait. De descendre de la rue, mais aussi de l'explorer, de mieux la connaître, de mieux la comprendre. On se réjouit de vous retrouver pour ça. Donc l'idée, c'est de mieux comprendre ce qui se passe finalement au pied de chez nous, parce que des fois, on a tendance à oublier certaines choses. Toutes ces rues où on habite, que ce soit Lausanne ou les autres villes que j'ai citées tout à l'heure, regorgent d'histoire. Et l'idée, c'est de faire ressortir tout ceci, c'est ça ? Oui, de mieux comprendre ce qui se passe, mais aussi ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on est là comme ça. Ça va être vraiment l'occasion d'aborder en fait ce sujet de plein de manières, de comprendre mieux la rue en termes d'archéologie, en termes d'urbanisme, en termes de révolution, de manifestation sociale. Voilà. Donc, ça s'adresse à tout le monde, il n'y a pas besoin d'être un féru d'histoire ou passionné d'histoire, finalement ça peut susciter l'intérêt à toutes celles et ceux qui ont envie de savoir un petit peu d'où on vient, qui on est et comment ça se passe au pied de chez nous, en fait, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'ambition du festival, en fait, de faire le pont entre l'histoire, les sciences historiques, les chercheurs, les chercheuses, les spécialistes de l'histoire, puis la cité, donc le grand public tout confondu, les très intéressés, les amateurs, ceux qui commencent tout juste, tout le monde est bienvenu. Alors concrètement, ça se passe comment ? Il y a un guide, vous donnez rendez-vous à quelque part. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des plaquettes qui sont positionnées ? Racontez-nous un petit peu comment se passent les choses et comment on s'organise pour participer finalement à l'événement. Alors, il y a une organisation un peu différente entre les sites, à Lausanne, Genève, Neuchâtel. En tout cas, pour Lausanne, ça se passe essentiellement au Palais de Rumine. Il suffit juste de venir au Palais, puis de regarder un peu le programme, ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie d'écouter. Et puis de choisir aussi le format qui vous convient, si vous êtes plutôt conférence, si vous préférez assister à une conversation, ou alors faire des visites guidées. Et puis, toutes les informations sont dans le programme papier ou sur notre site histoire-cité.ch. Voilà, donc c'est le programme complet, effectivement, à aller découvrir pour chaque localité qui organise ces différents événements. Vous occupez de l'antenne lausannoise. Quand on organise un événement comme celui-ci, parce que Lausanne, ça regorge d'histoire, il y a tellement de choses à raconter sur Lausanne. Comment est-ce qu'on finalement on sélectionne les choses qu'on va mettre en avant ? Ça, c'est pas forcément évident. Non, c'est pas évident. En fait, pour choisir déjà le thème, c'est une réunion des comités de direction et de coordination des différents sites du Festival Histoire et Cité. On se réunit, on discute, on choisit, on vote. Et puis ensuite, on fait un appel à propositions qu'on lance en fait déjà dans nos réseaux personnels, mais aussi dans les universités régionales et locales. Et puis, en fonction de ce qu'on reçoit, on décide de sélectionner, de choisir quel pan en fait de cette histoire on a envie de couvrir, de quoi on a envie de parler et qu'est-ce qui serait en fait intéressant pour le grand public. Ça aussi, c'est un filtre qui est important. On choisit en fonction des personnes à qui on décide de parler. On évite les sujets trop compliqués, trop académiques. On veut vraiment pouvoir en fait discuter ensemble de l'histoire du thème de cette année. Donc par exemple, cette année, c'est la rue.
Voilà. Gros travail de recherche, j'imagine. C'est pas si simple à mettre en place un dispositif comme celui-ci. Non, pas si simple, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est en fait tout le challenge et puis l'intérêt d'une telle organisation, c'est d'être en contact aussi avec tous ces spécialistes en fait d'une thématique qui est similaire mais qui sont de champs extrêmement différents et puis de les faire converser ensemble et puis oui, c'est ça qui est passionnant en fait. Vous m'avez glissé à l'oreille tout à l'heure avant de prendre l'antenne que c'était plus pour les adultes quand même. Les enfants ne sont pas forcément très intéressés, je veux dire, par rapport à ce qui va être mis en place. Disons qu'on n'interdit personne, évidemment, surtout que le Palais de Rumine, c'est un lieu phare de la médiation pour les enfants, avec les animaux en zoologie, les pierres en géologie, les squelettes en archéologie. C'est souvent la promenade inévitable du samedi après le marché. Mais c'est vrai qu'une conférence sur la Révolution vaudoise, peut-être que ça n'intéresserait pas tous les enfants de 6 ans et demi, quoique vous pouvez toujours essayer. Pourquoi pas, effectivement. Alors si on veut toutes les infos, pour bien comprendre ce qui se passe à Lausanne, mais pas que, on l'a dit tout à l'heure, ça se passe aussi à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds, à Genève, enfin partout en Suisse romande, il y a des endroits où vous avez l'occasion de pouvoir, pour reprendre l'expression du début, descendre dans la rue pour comprendre un petit peu comment ça s'est passé peut-être il y a quelque temps pour parler de l'histoire où on habite, tout simplement. Il faut aller sur le site internet, il y a le programme complet qui est bien expliqué pour chaque localité. Oui, tout est bien expliqué, les modalités d'inscription quand il y en a, mais globalement c'est vraiment c'est libre, vous pouvez juste venir, vous asseoir, prendre place et puis ouvrir vos oreilles. Alors, rendez-vous est pris, ça commence le week-end prochain, tout simplement. Oui, exactement, le lundi en fait, le 15 avril jusqu'au 21 avril. Ouais, donc une semaine pour plonger dans l'histoire, découvrir un petit peu certains univers de ces différentes localités et puis repartir avec une empreinte peut-être différente et un regard différent de ce qu'on pourrait peut-être imaginer. Ça aussi, c'est le rôle un peu du festival finalement. Oui. Tout à fait. Réveiller 2-3 choses. Oui, et surtout mieux comprendre en fait. Mieux comprendre, ouais. Parfois, on passe dans une rue toute notre vie et puis on se rend pas compte que juste avant qu'on soit né, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont absolument changé le cours de l'histoire et de comment est-ce qu'on lit aujourd'hui une ville. Je pense par exemple autour de la cathédrale de Genève ou alors les fouilles à Pompéi, on va en parler aussi. Mais on parle aussi de poésie, de comment est-ce qu'on a construit les immeubles, qui les a construits, qui a décidé de les faire construire. Enfin bref. Ça va être fantastique. Une belle édition que l'on vous souhaite c'est la 9e déjà. Oui. Histoire et Cité qui met la rue à l'honneur cette année. C'est du 15 au 21 avril. Merci Clara Laufer d'être venue ce matin nous parler si bien d'histoire. Le site internet, je vous laisse redonner l'adresse. Alors c'est histoire-cité.ch. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Allez, on va parler sport avec Adrien Briffaut et ses débuts dans le monde du triathlon. C'est au Triviera Kids de Vevey que le triathlète Adrien Briffaut a fait ses débuts quand il était enfant. Léo de Garrigue a retrouvé ses premiers entraîneurs qui racontent qui il est, ce petit Adrien Briffaut qui se prépare pour les JO de cet été. Épisode 3, c'est maintenant. Adrien Briffaut, Objectif olympique. Alors, je m'appelle Pierre-Alain Burgdorfer. J'étais responsable du cyclisme au début du Tri Kids Riviera dans les années 2005. Alors, Adrien, au tout début, quand je regarde l'ensemble des coureurs qu'on avait, des kids qu'on avait, c'était pas celui qui était le plus doué, on va dire. C'était pas celui qui sortait du groupe. Simplement, pour moi, il avait une certaine volonté, une certaine détermination et puis surtout, il avait une faculté de se dépasser. Parfois, je le croisais dans le village où j'habitais. Et également, il habitait dans le même village que moi. Et puis, je voyais toujours Adrien à fond, avec une tête toute rouge, quoi. Toujours à fond. Et puis, dans les courses que lui faisait pour le Kids, c'était assez souvent qu'on le voyait finir et puis vomir, quoi, tellement qu'il se donnait, quoi. Oui, bonjour, Morgan Sbindon. Alors, au tout début de la carrière
d'Adrien, j'étais entraîneur au Trivera Kids. Alors Adrien, il a cette détermination, il l'a concrétisé par un travail plus qualitatif que quantitatif. Et le Adrien, qui était généreux et déterminé, est devenu en plus de ça méticuleux dans la préparation et la technique. C'était peut-être ce qui manquait au départ. Et les entraîneurs du Trivera Kids et ensuite les entraîneurs du Team Athlète ont su exploiter ce potentiel qui était là chez Adrien. Et voilà où il en est. On est tous très, très heureux pour lui. J'avais l'envie et c'était plus un peu faire du fun et j'aimais bien, on va dire, courir. Mais oui, un peu comme mes entraîneurs en parlaient, j'avais peut-être pas forcément le profil typique athlétique ou comme ça, mais c'est juste que j'aimais bien me défouler et puis j'ai réussi à faire des bons résultats grâce à ça. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans le grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Le festival de bande dessinée emblématique de Lausanne revient pour sa 18e édition. C'est du 15 au 28 avril. Investissons le quartier de la Gare pour 2 semaines d'événements culturels animés. Cette année, c'est le célèbre artiste suisse Tom Tirabosco qui sera l'invité d'honneur. Le festival proposera une programmation riche avec une dizaine d'expositions, 2 week-ends festifs et des soirées hautes en couleurs. Le premier week-end mettra en vedette la thématique de cette année, l'humour, qui sera célébré tout au long de l'année, tandis que le deuxième week-end sera dédié à la Belgique, pays invité de l'édition. BDFil promet ainsi une édition exceptionnelle, un grand cru, comme on dit, alliant tradition et innovation dans un cadre festif et créatif, confirmant sa place de rendez-vous incontournable pour les amateurs de bande dessinée en Suisse et au-delà. On en parle ce matin avec Léonore Porchet, co-directrice de BDFil. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Après ça, je pars tout de suite à la fin du montage des expositions, mais ça va bien. Vous êtes dans les préparatifs. Les derniers préparatifs. Les derniers préparatifs. Oui. Ça fait plaisir de vous avoir ce matin pour parler bande dessinée et pas politique. Absolument, c'est ma deuxième casquette. Voilà, votre deuxième casquette que vous appréciez depuis maintenant 2. C'est la deuxième année que vous êtes co-directrice. C'est ma deuxième édition avec Gaëlle Coavalive à la direction de BDFil, ouais. Voilà. Absolument, avec beaucoup de plaisir. Et cette deuxième édition s'annonce plutôt bien, on l'a dit. C'est un grand cru qui s'annonce avec l'humour, la Belgique. Ce sont notamment les thématiques que vous nous réservez, que vous nous avez préparées pour cette édition 2024. Oui, avec la nouvelle version, on va dire, Coavalive Porchet de BDFil, on a choisi de mettre toujours en avant, comme ça a été fait longtemps, un invité ou une invitée d'honneur. Et donc, après Pénélope Bagieux l'année passée, c'est le genevois Tom Tirabosco cette année, qui met beaucoup l'accent sur son engagement pour la nature et l'environnement. Et puis, on a un pays invité maintenant, c'est la Belgique cette année. On se réjouit beaucoup parce qu'évidemment, c'est un grand pays de la bande dessinée. On n'a pas besoin de les citer, Tintin, Spirou, etc. Mais c'est aussi une nouvelle vague, très contemporaine. Et c'est elles et eux qu'on invite. Il y a presque 15 artistes belges de la vague contemporaine de la bande dessinée qui viennent au festival. Et puis oui, cette thématique annuelle autour de l'humour on commence là en avril et puis on finit en novembre. Ouais, alors justement, comment ça va se passer ça ? Parce que c'est l'ouverture finalement des festivités autour de l'humour. Alors c'est très bien. Et l'humour va rester toute l'année à Lausanne, c'est ça, avec ce principe ? Comment ça va se dérouler concrètement ? Alors, on a, autour de cette thématique, on a 3 expositions, plus tout un programme tout au long de l'année. Donc là, on a 2 semaines de festival avec une exposition qu'on fait notamment en collaboration avec Couleur 3 et les humoristes de Bon Bah Voilà. On salue au passage de nos confrères. Exactement. Donc on a cette exposition pour laquelle on a commandé plus de 20 œuvres à des artistes de bande dessinée en collaboration justement avec cette web-série Bon Bah Voilà. Et puis ensuite, on a une grande exposition en plein air dans la ville de Lausanne autour de la thématique bande dessinée et humour. Qu'est-ce que ça dit de la société, en fait ? Qu'est-ce que ça dit de la bande dessinée ? Qu'est-ce que ça dit de l'humour ? Et puis, un grand concours qui est encore ouvert jusqu'en juin pour toutes les personnes qui n'ont encore pas publié. L'idée, c'est vraiment de soutenir les primo-artistes, on va dire, les personnes qui la relèvent, en fait, les personnes qui souhaitent commencer. Et puis, on a en plus une rencontre autour de la traduction en bande dessinée et humour, parce que c'est très difficile en juin. On a quelque chose avec Lausanne à table. On a quelque chose avec l'Université de Lausanne, le PFL. Enfin voilà, on travaille avec beaucoup de monde autour de cette thématique de l'humour. L'idée, c'est vraiment de questionner sa place dans la société.
Donc on réunit plusieurs choses, l'humour, la BD, on a entendu la gastronomie, plein de choses. Finalement, tout ça fait qu'un. Hein. C'est le bonheur, c'est le plaisir, c'est ça? Oui, et puis en fait, la bande dessinée, c'est un art entier, mais qui est tellement particulier en étant à la fois du texte, du dessin, le mélange des deux. Et puis c'est aussi un art qui est commercial, en fait, qui rentre directement dans la maison des gens. Il y a tellement de personnes qui me disent « Ah oui, j'ai une immense collection de bandes dessinées ». Et donc, en fait, ça remplit nos vies et ça dit quelque chose de notre société. Et c'est aussi ça qu'on a voulu montrer avec BDphil. C'est vraiment que la bande dessinée, elle nous nourrit. C'est un art qui est très évocateur, qui peut être très beau, très touchant, mais qui peut aussi parfois être questionnant sur la société. Et c'est ça qu'on a aussi voulu montrer et utiliser finalement. Et c'est un objet qu'on garde, qui traverse les générations avec nous, hein, souvent en tout cas. Absolument, les collections, elles s'héritent, et puis elles se grandissent. Au festival, on a une librairie, un village éditorial, un village de micro-édition, des bouquinistes. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent au festival, parfois même que pour rencontrer des artistes, acheter des livres, qui ne voient même pas les expositions. Et c'est aussi une manière qui est tout à fait légitime de profiter et de vivre la bande dessinée. Bon, ça s'annonce plutôt bien, c'est du 15 au 28 avril. J'aimerais qu'on revienne sur l'un de vos invités d'honneur, Tom Tirabosco, qui sera là. Deux mots sur cet artiste genevois, qui fait bien parler de lui aujourd'hui. Oui, alors Tom Tirabosco, c'est vraiment une figure de la bande dessinée suisse. C'est un de ces artistes qui a vraiment placé la bande dessinée suisse contemporaine sur la carte du monde. Pourquoi? D'abord parce qu'il a un style qui est tout à fait particulier. Il fait ce qu'on appelle du monotype, c'est-à-dire qu'il a une technique qui ressemble un peu à la gravure, ou ça s'approche de la gravure, et qui laisse un grain très particulier sur son dessin, ce qui fait que dès qu'on voit un dessin de Tom Tirabosco, on le reconnaît tout de suite. D'accord. Et puis, il s'est beaucoup engagé pour la reconnaissance de la bande dessinée en Suisse. Il a cofondé l'ASCA, qui est l'Association des artistes de bande dessinée de Suisse. Il a aussi cofondé l'école de bande dessinée, le SBDI à Genève, qui est la première école publique de bande dessinée en Suisse. Donc, il s'est vraiment beaucoup engagé pour qu'on reconnaisse la place de la bande dessinée en Suisse. Il faut le rappeler, la bande dessinée a été inventée en Suisse. Et en fait, on l'oublie souvent et elle est souvent perdue, notamment dans les systèmes de promotion culturelle entre les arts visuels, la littérature, parfois le graphisme, parfois plein de secteurs, mais il y a rarement des secteurs spécifiques à la bande dessinée. Et c'est un des engagements de Tom Tirabosco que ce soit reconnu. Et il a réussi parce qu'on est vraiment dans une meilleure situation maintenant qu'il y a 10 ans quand il s'est engagé comme ça. Et puis, il faut aussi ajouter le fait que c'est pour Genève et la Suisse romande et BDphil un ami de longue date. On l'invite depuis, il a toujours été invité du festival. Et pour cette édition, il sort en avant-première, enfin, il offre à BDphil 2 avant-premières, son prochain livre, Terra Animalia, qui est un magnifique ouvrage conséquent où la Terre a été désertée par les humains après qu'ils en aient exploité complètement les ressources et elle a donc été réinvestie par les animaux. Magnifique ouvrage. Et puis, il ressort L'œil de la forêt après qu'il ait reçu un prix pour cet ouvrage au Festival de Sierre il y a de ça 20 ans. Et il le ressort exprès pour BDphil. Et donc, on a vraiment la chance d'avoir en avant-première ces 2 ouvrages au festival. Vous parliez de la bande dessinée suisse, les dessinateurs suisses, ça va, il y a des belles choses qui se font chez nous. On a des vrais talents dans la région, enfin dans la région, en Suisse, partout. En fait. Alors, on a vraiment non sellement des vrais talents, d'abord on a des vrais succès. Il faut quand même rappeler que Zepp, par exemple, qui vient d'ailleurs de vernir une très belle exposition au château de Saint-Maurice, est suisse. Genevois, Derib, Yakari, Beldilongwe, il est suisse. Causet, voilà, il y a des grandes figures, des grands succès. S'ajoute à ça toute cette génération, Tom Tirabosco, Frédéric Peters, qui ont, eux, des succès dans la bande dessinée, entre guillemets, plus indépendantes, qui sont vraiment reconnus comme des artistes qui gagnent des artistes presque beaux-arts, qui gagnent des prix dans les grandes manifestations. Rappelez aussi que le Fauve d'Or d'Angoulême l'année passée, par exemple, a été donné à Martin Panchaud, un Suisse qui travaille à Zurich. Et donc, on a vraiment, une magnifique génération d'artistes suisses qui placent vraiment la Suisse comme étant non seulement le pays d'invention de la bande dessinée, mais aussi un lieu où les artistes sont
très actifs et actives. On pourrait aussi citer par exemple La Bûche, qui est un collectif d'artistes de bande dessinée femmes qui est unique dans le monde de la bande dessinée. C'est des dizaines et des dizaines d'artistes féminines qui se mettent ensemble pour collaborer et publier ensemble. Et ça, c'est vraiment un exemple au-delà des frontières suisses. Ouais, c'est très bien. Donc la bande dessinée se porte bien et la relève est assurée. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ça, c'est très bien. Justement, si Tom Tirabosco était avec nous sur le plateau, qu'est-ce que vous lui diriez ce matin? Déjà, merci. Je dirais merci parce qu'il est d'une générosité sans limite pour cette exposition. On a énormément de plaisir à collaborer avec lui. Il nous offre beaucoup. Il s'engage beaucoup. Et puis, mercredi, on accroche ses œuvres sur les murs pour que les gens puissent les découvrir lundi, et je me réjouis infiniment de faire ça avec lui. Alors on a parlé des invités d'honneur, la Belgique est invitée, on a évoqué brièvement la bande dessinée de l'époque, celle qui nous a aussi bercé de notre enfance. On pense évidemment à Tintin. Si Hergé était avec nous, ou si vous pouviez lui dire quelque chose, qu'est-ce que vous lui diriez ce matin? Je pense que je l'écouterais, surtout, parce que non, il a quand même marqué mon enfance, celle de tellement de monde et celle de tellement d'artistes que j'aimerais qu'il me raconte. Ouais. Et puis un autre Belge que vous connaissez forcément, qu'on a reçu ici même sur ce plateau il y a quelques temps, Philippe Geluck. L'humour, la bande dessinée. Alors c'est une bande dessinée un peu particulière, mais quand même c'est de la BD, ça reste de la BD. Ah oui, sans aucun doute. Et puis lui, il s'engage aussi énormément pour que ce soit reconnu comme tel. Ouais. On a échangé, il voulait venir et puis il monte un musée de la bande dessinée en Belgique et c'est très bien que ça se fasse. Oui, très bien. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, Léonore Porcher, co-directrice de BD-Film. Merci d'être avec nous ce matin. La 18e édition, c'est pour bientôt, c'est du 15 au 28 avril. Vous êtes, vous l'avez dit tout à l'heure en antenne, dans les préparatifs, tout se prépare bien. Il y a l'excitation aussi du début de la manifestation. Dans quel état d'esprit on est quand on organise un événement d'une ampleur pareille? Après l'édition de l'année passée où on avait dit on essaye tous ce dont on a envie puis on choisit après, on s'était dit on fait moins. Puis résultat des courses, on fait quand même plus, évidemment. Notamment 2 expositions supplémentaires que l'année passée. Donc on se réjouit beaucoup d'abord que les gens découvrent ce qu'on a produit pour LGE. En particulier parce qu'on a un très grand programme de médiation pour les classes. Oui. Donc on attend 3000 enfants au festival pendant 2 semaines. Ça, c'est bien ça. Les classes qui viennent, découvrir la bande dessinée, mais aussi le monde à travers la bande dessinée. Aussi, c'est une forme de lecture qui est évidemment très attirante pour les enfants. Et donc on a ce gros programme. Je me réjouis beaucoup en fait d'ouvrir les portes à ces classes lundi matin. Là, elles sont en vacances et je suis contente que certaines d'entre elles aient décidé de la rentrée se fasse à BD-Film. Il y a eu Polymanga il y a quelques jours. Le manga, la bande dessinée, c'est un peu aussi... Est-ce qu'il y a un peu de manga au festival BD-Film? Parce que souvent, on ne sait pas si c'est la même touch, vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Ouais. Est-ce que oui, il y a quelque chose de similaire entre les deux? Alors... évidemment que le manga est de la bande dessinée. C'est de la bande dessinée, d'accord. Et nous, on est tout à fait respectueuse de cela. Polymanga fait très bien son travail de le mettre en avant. On n'a pas du tout envie de venir faire concurrence. Déjà, on pourrait pas. Un succès pareil comme Polymanga, c'est même pas ce qu'on vise. Nous, on souhaite vraiment laisser de la place à toutes les formes de bande dessinée. Et donc, on a fait le choix qu'il y ait dans chaque édition une référence à la bande dessinée asiatique, je dois dire, parce qu'il y a soit le manga, mais aussi le manhwa qui est sa version en chinoise, si je dis les choses grossièrement. Donc l'année passée, notre pays invité était Taïwan, donc là on en a eu beaucoup. Et puis cette année, on a le plaisir d'accueillir Vami, qui est une artiste fribourgeoise, qui revient d'un séjour au Japon, et donc elle sort pour BD-Film aussi. Là aussi on a une exclusivité chez Pépite Club et une très belle maison d'édition lausannoise, l'histoire de Sakana Kid, qui est en fait un manga suisse produite par Vami, et je me réjouis beaucoup. Elle commence son montage aujourd'hui d'ailleurs. J'imagine qu'elle est dans un état d'esprit d'excitation comme moi. C'est le même public, les personnes qui lisent le manga, ou ces deux... Vous arrivez à les... Oui. Comment dire? Alors, c'est pas tout à fait le même public parce que, en francophonie, en Suisse, en Europe, en francophonie, un livre sur 4 qui est vendu, c'est de la bande dessinée. Immense succès. Mais sur ce livre sur 4, la moitié, c'est des mangas. Et c'est surtout pour les adolescents.
Et donc, c'est un public en âge très spécifique de jeunes personnes. Et ces personnes lisent aussi de la bande dessinée, mais pas forcément. Et puis, nous, on a un public plus de classe, je l'ai dit, et puis de famille, en fait, parce que les parents ont aussi un intérêt de venir avec leurs enfants découvrir les expositions. Nous, on offre aussi ce grand programme de médiation et d'exposition. Chaque exposition a des textes pour les adultes, mais aussi pour les enfants, et puis des textes faciles à lire et à comprendre pour les personnes qui auraient des difficultés de lecture. Et donc, on a vraiment ce programme tout public, on va dire, qui nous permet de toucher très largement les familles, des fans de bande dessinée, mais aussi des gens qui connaissent pas grand-chose et qui sont juste curieux. C'est ça qui est génial, c'est que vous avez pensé à tout le monde. Alors j'espère qu'on a fort. pensé à tout le monde et chaque année on essaye d'ouvrir encore plus. C'est aussi pour ça qu'on fait des collaborations. Vous avez accueilli Histoire et Cité, on fait quelque chose avec eux. Oui, j'ai cité Lausanne à table, on fait des collaborations avec Unisanté. Voilà, on essaie d'ouvrir largement les portes. L'année passée on a travaillé avec le Lausanne Sport. Donc voilà, on essaye vraiment d'aller amener la bande dessinée dans les mains de personnes qui ont peut-être moins l'habitude d'en ouvrir. Le 9e art à l'honneur du 15 au 28 avril à Lausanne pour le festival BDFIL 18e édition. Si vous aviez Léonore Porcher devant vous ce matin, qu'est-ce que vous... Alors j'ai déjà posé cette question, c'était avant les votations. Là, je m'adresse à la co-directrice de BDFIL. Qu'est-ce que vous lui diriez ce matin ? Oui, que de bien penser à prendre ses vacances en mai avec les longs week-ends parce qu'elle en aura bien besoin. Bon, très bien. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui ? Du plaisir et puis du succès. On se réjouit beaucoup que les gens viennent au festival. Bon, on vous souhaite tout ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci un succès à BDFIL. Et à très bientôt sur M et sur Canal+. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Je sais pas de quoi on parlera, mais on vous invite avec grand plaisir. Avec plaisir. Balance ton sport, le MAG. On parle hockey ce matin et pendant que les playoffs battent leur plein en National League, un petit club jurassien souffle. Dernier du classement à l'issue de la phase régulière, le HC Ajoie est parvenu à se maintenir dans l'élite pour des raisons étonnantes. On y reviendra dans un instant. Grâce à ce bol d'air frais, le club peut se projeter sur la saison suivante pour essayer de s'éviter des frayeurs et tout faire pour vivre un exercice 2024-2025 plus serein. Nous recevons ce matin Kimo Bellman, directeur du Hockey Club Ajoie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Léo de Garrigue, alors vous non seulement vous parlez de hockey, mais en plus vous nous faites voyager dans le Jura ce matin. C'est plutôt bien. Oui, exactement. C'est sympa. On salue nos amis jurassiens d'ailleurs. Le HC Ajoie aurait dû passer par un play-out face à Cloton et ainsi se battre pour son maintien en National League cette saison. Mais que nenni, de duel pour la survie, il ne fut rien. Comme en Swiss League, la chaux de fond a été titrée et que le club n'a pas eu le feu vert pour jouer dans l'élite, alors les 14 clubs de National League sont automatiquement maintenus. Kimo Bellman, vous vivez, j'imagine, sereinement cette période qui aurait pu être bien plus stressante ? Ah oui, c'est clair. Alors loin de la glace, cette saison est terminée, c'est bien. On peut préparer la saison prochaine, je dirais avec sérénité. Boucler la saison financière avec quand même un manque à gagner assez certain parce qu'on a des matchs en moins par rapport à la saison dernière. Mais mon collègue du sport, Julien Vauclair, peut s'atteler à sa tâche tranquillement avec passablement d'avance sur la saison dernière et préparer le contingent. Ouais. Ne pas se battre pour son maintien, pour en avoir discuté avec certains supporters, c'est aussi se priver d'émotion, de l'honneur de se maintenir sur la glace. C'est aussi frustrant d'une certaine manière. Oui, alors on se serait maintenu sur la glace, j'en suis persuadé, mais c'est clair que cette série de fin de saison a manqué au niveau des émotions parce qu'on fait toute une saison en dernière place. Voilà, on attend quand même ce moment un peu plus excitant avec impatience et puis la saison se termine un peu en queue de poisson. Je dirais tant mieux, c'est clair, d'un côté. On peut se préparer tranquillement, on est serein. On a ce petit écart financier maintenant aussi. On doit trouver des solutions pour ça. Mais c'est tant mieux, on s'est maintenu, peu importe la manière. Mais on sera là encore la saison prochaine. Alors on y reviendra sur cette saison prochaine. Mais d'abord, cette saison qui vient de se terminer, globalement, c'est quoi votre bilan de la saison ? Vous avez fini à la dernière place. Quel bilan vous tirez de cette saison-là ? Mais tant financièrement que sportivement,
on va dire qu'on n'a pas atteint les objectifs. On aurait bien aimé décoller de cette dernière place. On aurait bien aimé pouvoir jouer ces play-off, play-out, play-in, peu importe, mais des matchs en plus qui auraient été intéressants financièrement. On a développé notre offre de restauration, donc on a quand même pu augmenter notre chiffre d'affaires, donc ça c'est satisfaisant. Maintenant c'est clair, sportivement, si on a pu grappiller 1 ou 2 places, ça aurait été intéressant. C'est clair que c'est la 3e saison qu'on enchaîne comme bon dernier du classement et va falloir gentiment décoller. Ça avait très mal commencé avec une série de 9 défaites d'affilée entre fin septembre et fin octobre. Ça a été la période la plus compliquée de la saison? C'est toujours compliqué d'enchaîner les défaites, on ne sait jamais comment on va s'en sortir en fait. Voilà, on perd 2-3 matchs, puis tout d'un coup on se retrouve à 8-9 matchs en un claquement de doigts. Et voilà, il faut à un moment donné trouver une solution. Ce qu'il y a cette saison, c'est qu'on a perdu la majorité de nos matchs d'un but ou même au penalty, en prolongation. Et c'est ça vraiment la grosse amélioration par rapport à la saison précédente, c'est qu'on a pu accrocher tout le monde. On était toujours à 2 doigts de nous imposer et de passer devant l'adversaire, même des gros calibres. Mais il a manqué ce petit plus toujours qui fait peut-être la différence entre les équipes qui sont déjà très bien installées dans la ligue et nous. J'espère qu'on pourra refermer ce gap la saison prochaine. Est-ce que ça vous a surpris qu'Ajoie finisse à la dernière place? Vous attendiez à finir un peu plus haut? On espérait finir un peu plus haut. C'est clair, pas accrocher une place en play-off encore, on n'en est pas là. Mais après, surpris oui et non. Notre place, c'est clair, parmi les quatre équipes en queue de peloton. En tout cas, cette saison écoulée. Pour la suite, on verra, mais on renforce le groupe et il faut être patient, je le dis toujours, ça fait que 3 saisons maintenant qu'on joue dans cette ligue. Toutes les équipes qui sont montées avant nous ont vécu le même pensum en fait. Les 3, 4, 5 premières saisons ont toujours été très compliquées. Bienne a joué 2 fois les barrages contre Lausanne, se qualifiant au 7e match. Donc le destin d'un club peut basculer comme ça pour des petits riens. Nous on se maintient, c'est l'essentiel et puis on peut construire pour la suite. Vous avez fini avec 13 points de retard sur la 13e place, 26 sur la 12e, c'est beaucoup. C'est quoi les points faibles par rapport à ces équipes-là? Qu'est-ce qu'il y a à aller chercher concrètement et qu'est-ce qu'on peut aller grappiller dans les prochaines années? Du budget, c'est principalement ça. Donc en fin de compte, c'est l'argent qui finit par parler. Si on a les moyens de pouvoir engager des joueurs plus expérimentés, plus capés, meilleurs, tout simplement, on se retrouve plus haut dans le classement. C'est aussi simple que ça. Si on a quelqu'un qui va venir nous poser 50 millions demain sur la table, on aura des budgets qui pourront être concurrentiels avec ceux de Berne, par exemple. Donc voilà, maintenant ce qui nous manque, c'est de l'expérience, c'est de construire un groupe petit à petit. Quand à l'époque où Ajoie est monté, aucune équipe est descendue. Normalement, le process veut que l'équipe qui monte récupère une bonne moitié, en tout cas des joueurs de l'équipe qui descend. Et maintenant, petit à petit, nous on n'a pas pu le faire. On est en train de construire le groupe et puis on va arriver sur une équipe qui pourrait être concurrentielle à ce niveau. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG et le HC Ajoie en quête d'une saison plus sereine et on en parle ce matin avec son directeur Kimo Bellman qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Léo de Garrigue. Oui, Kimo Bellman, j'imagine que vous vous projetez sur la saison prochaine actuellement. C'est quoi votre quotidien et comment on fait pour analyser le plus précisément possible ce qui a été, ce qui n'a pas été la saison dernière? Oui, effectivement, on fait plus que de se projeter dans la saison prochaine. On y est déjà en ce qui concerne la partie administrative, commerciale, etc. Donc opérationnelle. Le quotidien de ces dernières semaines, ça a été de finir la saison, de la boucler. On va la boucler financièrement à la fin de ce mois et puis de dire au revoir aux joueurs qui partent. Ça implique aussi pas mal de logistique. On a des appartements pour eux, des véhicules, on a toutes les assurances, etc., de l'administratif. Donc ça fait beaucoup de travail à ce niveau-là. Il y a les contrats à renouveler pour la saison prochaine. C'est plus mon collègue Julien Vauclair qui s'en occupe au niveau du sport. Et puis à faire un bilan de la saison en termes opérationnels, comment ça a fonctionné à la patinoire, quels sont les retours du public, des collègues, des joueurs aussi, et voir ce qu'on peut améliorer pour la suite. Et donc concrètement, c'est quoi? Vous discutez avec des potentiels sponsors? Vous êtes encore dans les chiffres de l'année précédente?
On est en train de boucler les chiffres de l'année précédente, mais on va gentiment commencer l'exercice suivant. On discute avec les sponsors maintenant toute la saison en fait, hein, donc on essaye de ne pas aller les voir juste pour dire bon maintenant il faut signer pour la suite, il faudrait rajouter un peu d'argent. Non, l'idée c'est vraiment et puis je crois que ça s'est bien fait cette saison, de créer un contact très personnalisé avec les partenaires, qu'ils soient sponsors ou fournisseurs ou médias, enfin peu importe, hein, aussi toute notre équipe du staff de match, etc. On essaye d'avoir un contact très rapproché. C'est aussi notre identité au HC Ajoie. On parle souvent de famille du HC Ajoie, et puis c'est quelque chose qu'on cultive et qu'on veut surtout pas perdre. Donc on entretient ça aussi également avec les sponsors, et puis bien sûr, c'est la période un peu chaude où on essaye de renouveler, d'augmenter les chiffres et tout, mais l'essentiel c'est de garder le contact et puis de faire des choses win-win, que tout le monde s'y retrouve et que les gens aient du plaisir à soutenir le club. Et au niveau de l'effectif, vous avez renouvelé déjà la moitié à peu près de l'équipe. Est-ce que c'est difficile d'aller chercher de la stabilité quand on change la moitié d'un effectif? J'imagine qu'il y a besoin aussi de temps et de joueurs qui se connaissent, d'automatisme. C'est difficile de trouver cet équilibre-là? Alors c'est important de trouver cet équilibre. Maintenant, c'est une équipe donc pour la saison prochaine que Julien Vauclair construit déjà depuis plusieurs mois. Donc c'est des joueurs qui l'observent, qu'il a déjà contacté, qu'il a déjà briefé. On aura renouvelé plus ou moins un peu moins de la moitié de l'équipe par rapport à celle qu'on a utilisée, si on veut, pour cet exercice-là. Mais le contingent de la saison prochaine est pratiquement bouclé. Il reste quelques signatures à annoncer ces prochains jours. On se réjouit d'ailleurs de pouvoir les annoncer. Et puis on lance aussi la vente des abonnements aujourd'hui, donc je pense que ça peut aussi donner un petit coup de boost pour ça. Magnifique. Est-ce qu'il y a un objectif sur le nombre d'abonnements pour la saison prochaine? Un objectif chiffré par rapport à la saison précédente? On veut juste continuer à augmenter, mais vous savez, quand on fait 3 saisons dernières, donc chaque abonnement qu'on peut vendre en plus, c'est du bonus. Et puis le club sera éternellement reconnaissant envers ses supporters qui suivent. On a une augmentation encore de 200% de 200 fans par rapport à la moyenne de la saison précédente. Donc je trouve ça simplement incroyable qu'on est dernier, et on a une augmentation de la fréquentation. C'est juste génial, et puis c'est un soutien sur lequel on peut compter vraiment presque les yeux fermés. Après, bon, au bout d'un moment, il faudra décoller de cette dernière place, parce que c'est clair que j'imagine les gens, les sponsors aussi vont finir par se fatiguer, mais on y travaille, et puis je compte bien que ça arrive dès la saison prochaine. Vous l'avez dit, Ajoie a perdu beaucoup de matchs par un but d'écart. On a l'impression d'une National League assez dense, qui se densifie même saison après saison. Vous partagez ce regard-là? Vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus de matchs faciles? Alors, il n'y a plus de match facile, mais à la fin, je dirais, c'est toujours Zurich qui gagne, quelque part. Non, je suis aussi très heureux de voir mes collègues de Fribourg et Lausanne arriver où ils en sont maintenant. Et puis, donc, on aura un club roman en finale, c'est juste génial, hein, pour la deuxième année de suite. Et tant mieux, mais non, chaque match est très disputé pendant la saison, ça c'est une certitude. Maintenant, sur la longueur et puis dans les moments clés de la saison, c'est quand même les gros calibres qui font encore la différence. Ils ont cette expérience, ils ont cette profondeur dans le contingent qui leur permet d'appréhender ces moments avec plus de sérénité que les newcomers comme nous. Vous l'avez dit, Gauthieron et Lausanne sont en demi-finale. Quand vous allez à la Vaudoise Arena, à la BCF Arena, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que ça donne des idées pour un club comme le vôtre? Oui, évidemment, ça donne des idées. On est un peu jaloux des infrastructures qu'on peut découvrir à travers la Suisse. Mais en même temps, ce qui fait notre particularité, c'est cette patinoire petite où le public est très proche des joueurs, où il y a une ambiance, vous pouvez le demander partout, il y a une ambiance vraiment particulière. C'est difficile d'aller jouer à la Raiffeisen Arena à Porrentruy pour toutes les équipes qui viennent là-bas, et ça, on veut le garder. Donc je suis très fier du club, de l'ambiance qu'il y a dans cette patinoire. C'est clair, on se retrouve avec des limites au niveau de l'accueil, en termes d'hospitalité. On aimerait bien avoir plus. Pour l'instant, on essaie de trouver des solutions. C'est clair, quand on voit une Vaudoise Arena ou une BCF Arena, on a les yeux qui brillent, hein, c'est clair. Mais c'est un autre monde, et puis on va cultiver notre différence quand même. Balance ton sport, le MAG.
Allons au sport, le MAG. Chaque lundi matin, le sport est à l'honneur avec Léo de Garrigue et on parle du HC Ajoie, un club singulier qui veut grandir ce matin. Et on en parle avec Kimo Bellman, notre invité ce matin et qui est directeur du HC Ajoie. Merci d'être avec nous ce matin. Troisième partie de cette interview, mon cher Léo. Oui, Kimo Bellman, on va évoquer l'expansion du HC Ajoie, son développement. Mais pour parler développement, il faut comprendre ce qui fait l'essence d'un club. C'est quoi l'ADN du HC Ajoie ? L'ADN, c'est la proximité. On parle de famille du HC Ajoie, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment un club qui est fédérateur de tout le canton. C'est aussi quelque part l'image du canton vers l'extérieur. C'est beaucoup de choses, c'est tout un symbole. Le club a fêté cette saison ses 50 ans, donc ça reste malgré tout un club assez jeune, mais qui fédère énormément. Et puis on le remarque les soirs de match aussi, c'est vraiment the place to be, quoi. C'est l'endroit où les entrepreneurs se retrouvent, d'une part, les entrepreneurs de la région, mais c'est aussi l'endroit où le public se rassemble les vendredis soirs, les samedis soirs. De temps en temps aussi le mardi, on aime un peu moins, on a un peu plus de peine à avoir du monde le mardi, mais c'est vraiment un endroit qui rassemble. Et le patron du LHC, Chris Wolf, nous disait il y a quelques mois sur ce plateau que pour amener du monde à une patinoire, on a beau tout développer autour des matchs, ce qui compte, c'est gagner, c'est ça qui fait venir les gens. Vous partagez cette vision-là ? Alors c'est clair que c'est un facteur important et qui... je dirais heureusement pour nous, et puis de manière irrationnelle, et peut-être un peu plus... un peu moins important dans le Jura. C'est peut-être aussi parce que le club est là que depuis 3 ans en National League, donc chaque fois qu'on a un Zurich, un Berne qui vient, un Bienne en voisin, ça reste quand même un événement. Il y a encore cette nouveauté qu'on n'a peut-être plus, évidemment, dans un club comme Lausanne ou Fribourg. Mais c'est clair que quand le HC Ajoie gagne, on se retrouve vite avec une patinoire complète ou presque. Et voilà, même si ça reste malheureusement un peu trop rare pour l'instant, mais on a le suivi du public qui est irrationnel, comme je disais. Donc les gens viennent pour soutenir le club parce qu'ils sont fiers des couleurs du HC Ajoie. Vous avez refait à Porrentruy la patinoire récemment. À ce propos, j'ai une petite surprise pour vous avec un message vidéo de l'un de vos fidèles supporters, un certain Fred, qui a une petite question pour vous. On l'écoute. Salut Kimo, j'espère que tu vas bien. Alors une petite question pour toi et puis pour le club. On a rénové notre patinoire il y a pas très longtemps. On voit que on manque de place, principalement en place assise et puis pour de futurs sponsors et VIP. Des projets importants en Suisse ont été réalisés dans les patinoires et puis encore sont à venir. Est-ce qu'il est prévu que le HCA réfléchisse à améliorer sa capacité dans la patinoire et puis son offre pour les entreprises et puis aussi pour le public afin d'avoir une patinoire un peu plus adaptée à la National League? Merci, bonne journée, ciao. Alors qu'est-ce qu'on lui répond à Fred? Oui, merci Fred pour la patate chaude. Non, bien sûr, c'est des questions du quotidien vraiment qu'on discute entre collègues. Je discute régulièrement avec le comité directeur, conseil d'administration du club. On aimerait vraiment pouvoir mieux répondre à la demande en termes d'accueil, d'hospitalité. On a pu construire un nouveau bâtiment qui permet d'accueillir plus de 300 personnes par match pour manger assis avant chaque rencontre déjà cette saison. Donc on est pratiquement sold out chaque rencontre. Donc on voit vraiment qu'il y a une demande à ce niveau-là. Je pense vraiment qu'on pourrait aussi recevoir beaucoup plus de monde si on avait des loges supplémentaires par exemple. Donc il y a des projets à l'étude maintenant, mais voilà, c'est compliqué. On a des contraintes assez ferme dans cette patinoire et puis on développe ce qu'on peut développer, mais tout a un coût. Et puis je vous parlais tout à l'heure de cette saison qui financièrement n'est pas aussi bonne que la précédente parce qu'on a joué moins de matchs. Donc ça a aussi un impact sur le développement de projets évidemment. Ajoie a le plus petit budget de National League. C'est quoi les leviers pour aller chercher des fonds quand on est à la tête de la direction du club? Les leviers, c'est compliqué parce qu'en termes de partenaires locaux,
je dirais, assez agressif en fait. Et puis, d'une part, on va vers les gens, on a toujours un très bon accueil, donc les gens sont contents d'être contactés par le HC Ajoie. Après, on discute, et puis quand on parle de montants de National League, ça devient souvent compliqué parce que il y a des montants qu'on articule qui sont semblables à ce qui se passe à Lausanne ou Berne ou n'importe quel autre club de National League, forcément, notamment pour les prestations qui donnent une visibilité nationale à la télévision. Et ça reste des montants extrêmement importants, notamment pour une région comme le Jura. Après, ce qu'on va essayer de développer maintenant, c'est le hors canton. Donc on est en train de mettre en place une stratégie pour aller chercher un peu l'argent ailleurs que dans le canton. Et les supporters me disaient qu'ils sont quand même reconnaissants du fait que le club ne dépense pas l'argent qu'il n'a pas. Il y a eu certains exemples de mauvaises trajectoires de clubs romans ces dernières années. C'est une notion importante pour vous de rester les pieds sur terre malgré le fait que vous soyez dernier? Oui, c'est essentiel. J'entends qu'il faut une certaine patience, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est clair que si on a un mécène qui vient avec des dizaines de millions, j'imagine que notre conseil d'administration ne va pas leur dire non, quoique ils sont très protecteurs de ce qu'ils ont construit ces 25 dernières années. Donc c'est un groupe de 4 personnes qui est là depuis à peu près 25 ans, et donc qui ont donné une bonne partie de leur vie pour ce club, et qui vont pas lâcher ça vraiment comme ça à n'importe qui. Donc le club est protégé, et cette identité ajoulotte, cette identité proche des gens, de famille du HC Ajoie, et puis les pieds sur terre va rester ancré là, je pense, pour toujours. Balance ton sport, le MAG. Avec notre invité Kimmo Bellman et le portrait au-delà du hockey de Kimmo Bellman, justement, notre invité ce matin. Ça sent la rafale de questions qui arrivent dans quelques instants. Elle rôde. Pour préparer cette interview, Kimmo Bellman, je vous ai demandé votre chanson favorite. Vous avez dit Petit Frère d'Aya. Qu'est-ce qui vous évoque ce morceau? C'est la belle époque, là. Les premières sorties et tout ça. Je suis l'aîné d'une fratrie de 3, et puis le dernier, c'était ça, quoi. Il voulait grandir un peu trop vite, il voulait venir avec moi boire une bière et tout ça, donc c'est avec lui que j'écoutais un peu cette chanson, et puis je lui ai expliqué qu'il pouvait attendre un peu. Maintenant je retrouve mon fils dans la même situation, il est un peu pressé aussi, mais il a que 11 ans, donc il peut attendre un peu. Il a le temps. Et pour votre film favori, vous avez choisi La Cité de la Peur, mythique film d'Alain Berberian avec Chantal Lobby, Alain Chabat, Dominique Farrugia, Gérard Darmon. Pourquoi ce choix? C'est un des seuls films que j'ai pu regarder, que j'ai regardé plusieurs fois en fait. Je m'attache pas vraiment au film. Pour moi, c'est vraiment du divertissement, donc j'aime bien regarder une série, un film ou comme ça. Je regarde pas plusieurs fois. Et celui-là, je pense que je l'ai vu 15 fois. Et il a pris un coup de vieux, comme on disait tout à l'heure, mais bon, il y a plein de sorties mythiques. C'est de l'absurde, quoi. Et puis ça correspond à mon humour, à ce que j'aime bien. Mais est-ce que vous savez, Kimmo Bellman, danser la carioca? Alors là, je suis obligé de poser mon joke. Je pense que c'est le moment, ouais. Pour conclure cette interview, je vous propose une rafale de questions. C'est la tradition ici. On va avoir 1 minute précise. Je vais vous poser une série de questions assez courtes. Je vous demande des réponses assez courtes. Comme ça, on en fait un maximum. Est-ce que vous êtes prêts? On y va, ça y est. C'est parti, rien ne va plus. La rafale de questions. Un mot pour qualifier votre public. Incroyable. Un mot pour qualifier votre patinoire. Trop petite. Ce sera quoi l'affiche de la finale de National League? Pardon? L'affiche de la finale de National League, ce sera quoi? Ça sera Zurich contre un roman. C'est un peu facile. Si vous aviez un vœu à faire au dieu du hockey, vous lui demanderiez quoi? Plus de place dans notre patinoire. Un mot pour qualifier la ville de Porrentruy. Bucolique. Votre pronostic pour le futur champion cette saison? Zurich. À quelle place finira Ajoie la saison prochaine? Pas dernier. Votre plus grande fierté depuis votre arrivée au HC Ajoie? De faire partie du HC Ajoie. Le club qui vous inspire le plus en Suisse romande? Le HC Ajoie, évidemment. Votre endroit préféré en Suisse romande? La Riviera, c'est là où j'ai grandi. Un conseil pour nous donner envie de venir à la Raiffeisen Arena? Une ambiance de fou. Un truc qui vous passionne en dehors du hockey? Ma famille. Et une prédiction osée sur les prochaines saisons du HC Ajoie dans les 20 prochaines années? Quart de finale de play-off. Oh là là là, magnifique, merci beaucoup Kimmo Bellman. Bonne intersaison à vous, très bonne saison prochaine avec le HCA. Merci beaucoup. On espère vous voir gagner un peu plus, grappiller quelques places au classement, et merci d'être venu ce matin. Merci à vous pour l'invitation.